Fraîchement élu à la tête du Parti libéral après la démission de Pablo Rodriguez, le nouveau chef Charles Milliard se lance en politique avec le vent dans la face, du moins selon les sondages peu reluisants obtenus par son parti lors des dernières élections et plus récemment lors des partielles. Ce pharmacien de profession et grand amateur de lutte saura-t-il renverser la vapeur? C'est ce qu'on va voir. En attendant, c'est un plaisir de le recevoir. Bienvenue, M. Milliard. Bonjour Hugo, merci de me recevoir. Plaisir. Comment ça se passe la vie, Charles, depuis une couple de semaines? Pas trop brutal, l'atterrissage dans l'arène politique provinciale? C'est quand même exigeant. Je cacherai pas que c'est un métier qui à tous les jours, il y a son défi, mais ça va super bien jusqu'à présent. Je suis vraiment ravi de l'enthousiasme que ça soulève. C'est une nouvelle page qui se tourne au parti. Hein. Tu as fait référence un peu aux événements passés. Ouais. Donc, beaucoup de travail, mais surtout un grand privilège, je veux dire. Beaucoup d'entrevues, il y a beaucoup d'actions aussi en politique présentement. Est-ce que il y a quelque chose que vous aviez pas prévu ou sous-estimé un peu que, OK, oui, ça va être une nouvelle réalité? Ben, en fait, la gestion de l'agenda, c'est quelque chose quand même, parce que là, soudainement, tout le monde veut me parler, puis tout le monde veut essayer de régler le sort du monde, moi le premier. Mais il y a aussi toute la faune parlementaire aussi, hein, donc d'apprendre les codes un peu à l'Assemblée nationale, la gestion de la presse parlementaire. On sait que la presse parlementaire à Québec est réputée pour être très coriace. Ouais. Alors, mais jusqu'à présent, les 2 premières semaines, ça s'est passé très, très bien. Alors, évidemment, un jour, ça se passera moins bien. La vie est un cycle éternel, donc c'est normal, mais je suis très content jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'entrevues. J'en ai, moi-même, pour me préparer, consulté un paquet. J'imagine que ça doit être tough de sortir d'une certaine cassette à un moment donné. Tu sais, il n'y a pas grand question que je vais te faire aujourd'hui, que je vais te donner aujourd'hui que tu n'as pas entendu. Ben, pourtant, je vais essayer de donner les réponses les plus originales possibles parce que moi-même, j'écoute des politiciens depuis 30 ans et les cassettes, j'essaie de me tenir loin de ça. Alors, c'est sûr qu'un message en politique, il faut que ça soit répété pour que ça rentre. Ouais. Mais j'essaie toujours de m'adapter aux différents auditoires. Alors, je vais essayer de relever le défi. C'est comment de se faire connaître dans la rue, de jaser avec tout le monde? Si je me trompe pas, c'est un petit peu contre nature dans ta personnalité. T'es quelqu'un de plus réservé. Oui, c'est drôle. Je suis pas quelqu'un de réservé. Je suis juste pas extraverti comme certains politiciens qui aiment ça, monter ses caisses de son puis se mettre à danser. Je suis juste pas comme ça. Chanter du cowboy fringant. Ben, ça viendra peut-être, d'ailleurs, puis ça. je connais très bien les paroles. Mais, ceci étant dit, c'est quand même un privilège. Quand tu vas à l'épicerie, tu te promènes dans la rue, puis là, tu vois que les gens, soudainement, te reconnaissent, puis te jugent aussi pour ce que tu représentes. T'sais. Alors, bien sûr, quand tu es chef du Parti libéral du Québec, c'est impossible qu'on ait 100% du vote. Alors, il y a des gens qui sont très heureux. Il y a des gens, je le vois, qui probablement se foutent un peu de qui je suis, mais qu'est-ce que je représente? Ben pour eux, c'est quelque chose qui leur parle pas. Ouais. Alors ça, il faut être capable de gérer ça dans l'espace public, mais c'est le lot de chaque politicien. Si j'avais pas voulu ça, j'avais juste à faire d'autres choses. Exact. Et je pense que c'est pas non plus, ça sort pas de nulle part. T'avais ta carte de membre à 18 ans, puis je pense qu'à 20 ans, on essayait déjà de te courtiser pour te lancer en politique. Oui, j'ai commencé à m'impliquer, même j'avais 17 ans, je pense, aux élections fédérales en 97, après ça en 98. Donc ensuite, dans ma carrière professionnelle, j'ai dû rester neutre souvent, donc j'ai pas toujours eu ma carte, mais ça a toujours été ma famille politique. D'ailleurs, des gens que j'ai rencontrés le premier soir de mon premier événement à la commission jeunesse sont maintenant des gens qui travaillent dans mon équipe 28 ans plus tard. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de beau. Puis ça, c'est l'avantage des partis qui survivent dans le temps, qui ont une histoire. Même chose pour le Parti québécois. Donc, des gens qui ont commencé jeunes, puis qui 30 ans plus tard, un peu comme M. Plamondon, se retrouve à la tête de ce parti-là. Donc, c'est des changements de génération qu'on observe dans les 2 grands partis au Québec. J'ai lu dans une entrevue que c'est important pour toi de faire une carrière avant de faire un saut en politique. Pourquoi? Ben, il y a 2 types de politiciens. Il y a des gens qui disent je vais y aller jeune, puis ensuite je vais me bâtir une carrière. Moi, je crois que l'input qu'on peut aller donner en politique quand on a un bagage d'expérience avant, ça nous rend plus crédibles, je trouve. Mais malheureusement, il y a plusieurs personnes qui, à l'âge que j'ai, à 46 ans, font pas le saut en politique parce que justement, ils se sont bâtis une carrière, ils sont à l'aise. Ils sont encore dans leur prime aussi. Exact. C'est sûr que si j'étais resté dans le privé, je serais dans mon prime professionnel. Mais en même temps, moi, je trouve que là, j'ai l'énergie, le timing est bon. Puis, après, il restera, j'espère, des belles années pour faire d'autres choses aussi. VP d'Uniprix, aussi à la tête des fédérations des chambres de commerce du Québec tout récemment. C'est quand même un bon CV. Et là, quand même relativement jeune, dans le monde politique, 46 ans, on parle quand même d'une jeune candidature. Oui, c'est ça, là, apparemment. Là, quand on va au Beach Club, 46, c'est vieux. Mais quand on va en politique, c'est chez Urbania aussi. C'est peut-être plus jeune. Mais effectivement, j'ai eu beaucoup de... Je
pas si c'est de la chance, mais j'ai eu beaucoup d'opportunités que j'ai saisies dans ma carrière. Ça m'a permis d'être justement vice-président exécutif d'Uniprix. J'avais 33 ans, mais j'avais déjà 10 ans d'expérience là-bas. Alors moi, je suis quelqu'un de très loyal en affaires, en amour, en politique. Tu sais, pour moi, la loyauté, c'est une valeur qui est importante. Et ça m'a amené effectivement à avoir eu des expériences dans le milieu de la santé, dans le milieu des affaires. Puis récemment, j'ai enseigné aussi à l'université, à Bishops en Estrie. Donc, c'est un bon bagage. Puis la santé, l'éducation, l'économie, c'est ça la priorité du gouvernement du Québec. Donc, je trouve que c'est une expérience. Je suis nouveau en politique, mais je suis pas nouveau dans les missions de l'État, je dirais. T'es nouveau dans l'œil du public. Tu sais, pour nous, on sort un peu de nulle part, oui, effectivement. Mais t'es quand même connu dans les officines aussi. Ça fait longtemps que tu côtoies le parti et tout ça. Donc, c'est pas une surprise, j'imagine, pour les gens à l'intérieur du parti, les militants, tout ça. C'est pas une candidature qui sort de nulle part. C'est certainement pas une surprise pour les gens qui me connaissent dans ma vie personnelle parce que la politique, ça m'habite depuis toujours. Puis au parti, ben effectivement, j'avais des racines et là, ben j'ai eu le privilège ou le malheur, dépendant, de faire 2 courses à la chefferie, si on veut, 1,5. Donc, les militants ont eu l'occasion de me croiser dans la dernière année et demie et je suis allé à pratiquement tout ce qui bougeait de Parti libéral du Québec au Québec. Ouais. Donc ça aide à se faire connaître parce que la première course qu'il faut gagner, c'est faut gagner le cœur des membres. Ouais. Après ça, il faut gagner le cœur des Québécois, mais il ne faut pas se tromper de course. Donc, non. Dans une chronique récente, Paul Journet de La Presse parle de la mission d'exister, bref, de te faire connaître en citant un sondage léger à l'effet que 64% de la population ne te connaît pas trop encore. Pourtant, le temps file, l'élection est dans 7-8 mois. Est-ce que tu sens que tu pars de loin? Oui, je suis parti de loin, mais en même temps, je fais des pas de géant quand même. Déjà, dans le dernier sondage de la semaine passée, l'écart de notoriété s'est beaucoup baissé. C'est plus facile de se faire connaître que de se faire changer d'opinion quelqu'un par rapport à un politicien. Donc, j'aime mieux être 60% inconnu que 60% détesté. Okay? Je trouve que c'est plus facile sans faire je nomme pas de nom, mais sans faire de parallèle. La popularité ou la notoriété, ça peut changer assez rapidement. Puis déjà, en 1 mois, je vois une immense différence là-dedans. Et on l'a vu sur la scène fédérale, mais tu sais, Carney n'était pas très connu, puis il est devenu, il a fait le discours qu'il a fait. Puis même Mme Fréchette, tout le monde la connaissait dans le milieu économique. Puis là, ben, elle aussi, elle a ce défi-là, puis elle aussi, ça s'améliore. C'est pas évident non plus avec tout ce qui se passe dans le monde, tu sais, et même la course caquiste ici. J'imagine que il y a des stratégies à développer sans tomber dans les vidéos malaisantes TikTok comme QS. Est-ce que ça sera pas ton genre, ça? Ben, on va développer une image de marque particulière qui me ressemble aussi. Moi, c'est beau les trends, mais il faut que ça me colle à la peau aussi. Mais c'est sûr que la course à la CAQ occupe un peu d'espace, évidemment. Ça va se terminer le 12 avril. Mais c'est une occasion pour nous de voir aussi de quoi ça a l'air une course chez les adversaires. Parce que là, moi, je trouve en ce moment que c'est une course pour se sauver du bilan de la CAQ. On dirait que c'est celui qui va réussir à le plus se sauver de tout ce qu'ils ont décidé ensemble dans les 8 dernières années. Fait que là, les Québécois jugeront de ça, mais c'est plus ou moins impressionnant. Ben là, ça regarde bien, mettons, pour Christine Fréchette, mais ça veut rien dire. Je me souviens de quelqu'un au Parti libéral qui était 2e puis qui est finalement rendu chef de ce parti-là. J'ai dit d'ailleurs à Mme Fréchette et à M. Drainville que j'ai croisé, ne présumez de rien, parce qu'une course, c'est les militants qui votent, puis en plus, eux, c'est pas réparti par comté, c'est le nombre de votes. Alors, ça dépend des ventes de cartes. Mais donc, oui, à suivre. Quand Pablo Rodriguez a remporté la première course, j'imagine que pour toi, mon chien est mort là-dessus pour un bout du moins. Là. Tu pensais pas qu'on... Non, je pensais pas être assis avec toi 7 mois plus tard, ça c'est bien certain. Mais en même temps, c'est ça, les gens... Moi, je savais que j'avais une bonne organisation, mais on est terminé à 48%. Donc, on est parti de 0. On n'est pas parti de 40. Donc, la progression a été importante. Et donc, mais tout est possible dans les courses à chefferie. Et ça, c'est... l'histoire le démontre. Exactement. C'est bon. En même temps, là, en étant au podcast de l'heure, je pense que c'est bon aussi là, pour la notoriété. Mais j'ai une question sérieuse là-dessus. Est-ce que ça prend? Est-ce que le vedettariat est rendu qui va de pair avec le métier? Est-ce que c'est quelque chose qui est rendu un atout quasiment à considérer? Je sais pas si c'est le vedettariat, mais il faut accepter d'être le plus souvent sous l'œil public. Parce que maintenant, les médias, avant les gens lisaient le journal ou écoutaient le téléjournal 1 fois par jour. Ouais. Maintenant, ben il y a des podcasts comme le tien. Les opportunités sont 24/7. Alors, il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes que les formats sont différents. Il faut que tu acceptes que les publics sont différents. Alors, c'est pas vrai qu'on donne une entrevue à la Gazette comme on en donne une, adapté, ici, en fait, son un peu. Puis ça, c'est un talent de communication que tu as ou que tu n'as pas qui se développe.
Mais la politique, tu sais, moi je dis toujours, la politique, c'est pas des mathématiques, c'est des sciences humaines. C'est la capacité de connecter avec quelqu'un. La personne, elle veut-tu te faire confiance? Elle a-tu envie que tu gères la moitié de son budget? Puis est-ce qu'elle a envie d'embarquer avec toi puis de faire du bénévolat? C'est pas mathématique, ça, c'est humain. Puis c'est pour ça que les campagnes électorales servent à quelque chose. Ouais. Rappelle-toi Jack Layton en 2011, qui était pas mal inconnu. T'es là, tout le monde en parle. Puis là, tout le monde avait envie de prendre une bière avec Jack. C'était pas mathématique, c'était... Puis les Québécois, on est comme ça. Jack Layton j'étais à la presse les fins de semaine, appelait les journalistes pour parler de ses affaires, puis honnêtement, on était comme, bon, pas vraiment, NPD sont loin, tout ça. Fait que c'est vrai qu'on personne n'a vu venir l'effet ou la vague Jack Layton après. Avec lucidité, en entrevue à la presse, tu dis, je te cite, que le cœur des Québécois est à prendre et qu'il serait présomptueux à l'heure actuelle de prédire le prochain gouvernement. Ça fait du bien parce que ça change du discours, c'est sûr que c'est moi, puis tout ça. Puis là, je veux pas vous prêter des intentions, mais ça se peut-tu, ça, d'être assez pragmatique et lucide dans les attentes? Ben moi, merci de le noter parce que c'est ce que je fais depuis plusieurs semaines. Je peux pas dire que ça plaît nécessairement à tout le monde, même dans ma propre famille. J'imagine. Mais des fois, il faut reconnaître que la réalité est X, puis si on veut que ce soit Y, ben il faudrait reconnaître qu'en ce moment, c'est X. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas un chat qui peut prévoir qui va gagner les élections au mois d'octobre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Puis, l'électorat est volatile. Alors, il peut aller de notre côté, il peut aller d'un autre côté. Puis c'est la même chose, on va peut-être parler de référendum éventuellement, mais quand on regarde les sondages aujourd'hui et depuis 2 ans, c'est le Parti québécois qui mène. Alors c'est normal quand je parle de référendum, c'est pas parce que j'en veux un, c'est parce que les sondages nous pointent vers cette réalité-là. Alors c'est juste factuel, dans le fond. Ben, et si on est factuel, il n'y a pas un chat qui peut prédire de l'issue des prochaines élections, mais les sondages quand même donnent le PQ nettement en avance sur pas mal le reste. Là. En même temps, ça s'effrite depuis 1 an, je dirais, tranquillement. Ouais. Nous, on remonte. La CAQ, c'est yo-yo. Le Parti conservateur remonte à certains égards. Donc, on l'a vu honnêtement, les amateurs de politique vont être servis cette année. C'est une grosse année. Ça, c'est sûr. C'est une grosse année. Ouais. Au devoir, tu dis que si la première course visait à te faire connaître, celle-ci vise à t'imposer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire que, tu sais, j'ai quand même une nature assez... De recherche de consensus. Tu sais, je suis pas un chat de ruelle non plus. Et la politique, c'est pas de la danse sociale non plus. Fait qu'en même temps, il faut être capable de donner des jabs une fois de temps en temps. Mais moi, je suis plus dans mes convictions, puis imposer mes convictions pour que les gens sachent à quoi s'attendre avec moi. Donc, tu sais, les gens veulent savoir, le chef... Oui, il va diriger l'équipe, il veut consulter, mais en bout de ligne, qu'est-ce que le chef pense? Alors, dans la deuxième course, j'ai essayé d'être plus clair sur des enjeux cruciaux au Québec. Mais en même temps, pour moi, un chef, c'est un chef d'équipe. Fait qu'il faut aussi écouter l'équipe. Puis au Parti libéral, on a des instances, c'est comme la commission politique, la commission des affaires culturelles, la commission jeunesse. Moi, ce que ces gens-là pensent, ça m'intéresse. C'est plus de trouble que de dire, on va tout prendre mes idées et on va les mettre dans l'autobus. Mais c'est comme ça que je vois ça. Je te cite aussi, tu dis que tu veux arrêter de plaire, tu veux pas être là pour plaire à tout le monde. Tu as arrêté de vouloir faire plaisir à tout le monde. Est-ce que c'est difficile en politique? Parce que j'imagine que c'est tentant de prendre des bébés, puis d'être fin, puis d'aimer tout le monde, puis de vouloir représenter tous les Québécoises et Québécois. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans la dernière année et demie, c'est que justement, on peut pas faire plaisir à tout le monde. On peut toujours essayer de chercher le bien commun, mais il y a des questions qui sont noires ou blancs. T'es-tu pour ou t'es contre ça? T'auras beau faire les plus belles phrases avec plein de subjonctifs là-dedans. À un moment donné, il faut que tu te positionnes. Alors, c'est pour ça que sur plein de questions dont on va peut-être parler, ben j'essaie d'être plus clair. Puis des fois, ça fait changer la position traditionnelle du parti, mais quand un nouveau leader arrive dans une organisation, dans un parti politique, c'est normal que ça brasse les colonnes un peu. C'est clair. On le doit d'être partisan dans une entrevue avec un chef de parti quand même un peu. Ben J'aimerais ça vous entendre sur la course entre Christine Fréchette et Bernard Drainville. Votre avis, avec lequel vous aimeriez ça, croiser le fer au prochain débat? Là? Honnêtement, les deux, ça me convient tout à fait. C'est deux personnalités différentes. C'est deux personnalités qui ont été autour de la table du Conseil des ministres dans les dernières années. Alors, moi, ce que je leur demande, c'est d'assumer qu'ils ont été autour de la table du Conseil des ministres dans les 2 dernières années. Alors, on ne peut pas se pousser d'un bilan. On peut le défendre, on peut essayer de faire mieux, mais on ne peut pas se pousser. En ce moment, je trouve qu'ils essaient de se pousser pas mal. Que ce soit sur le 3e lien, que ce soit sur l'immigration. Ça me rend un peu cynique, je vous dirais. On a vu Bernard Drainville prendre un pas de distance, par contre, là, par rapport à même les positions de son propre parti récemment. Ben oui, mais en même temps, là, les membres sont là, les ministres, les députés restent là. Le 13 avril, il va devoir les gérer après avoir dit que ce qu'il avait fait n'était pas correct.
Moi, ça m'embête un peu, mais bon, c'est aussi le propre d'une course quand tu es au gouvernement. Alors, défense, pas toujours facile non plus. Maintenant, moi, je vais m'accommoder des deux. C'est deux profils bien différents. Les deux ont déjà travaillé au Parti québécois aussi. Hein. Quand je vous parle de s'assumer, c'est ça aussi. C'est bien correct. Il n'y a rien de honteux à avoir travaillé pour le Parti québécois, mais assumez-le. Faites pas semblant que vous n'avez pas fait ça. J'entends déjà des futurs arguments dans un débat parce que, veut pas, la démarche référendaire du PQ va être l'éléphant dans la pièce probablement aux prochaines élections. T'es apparemment le seul chauffeur de l'autobus du nom. As-tu au moins ton permis de classe 2? Non, même pas, justement. D'ailleurs, il faudrait que je travaille là-dessus, mais j'espère ne pas en avoir besoin, justement. Ce que j'ai voulu dire dans les derniers jours, c'est que j'en veux pas de référendum, puis je concède aucunement la victoire. Je pense vraiment qu'on peut remporter les prochaines élections. Mais encore une fois, dans mon souci d'honnêteté, les Québécois semblent vouloir voter pour un parti dont le but unique est de faire la séparation. Il va y avoir un référendum. Alors, est-ce qu'on peut demander aux 5-6 personnes qui ambitionnent d'être premier ministre du Québec juste de répondre à la question la plus simple possible? S'il y avait un référendum, vous voteriez quoi? Puis moi, je l'ai souvent dit, puis t'as l'air d'avoir écouté plusieurs de mes entrevues, le projet du Parti québécois, il est clair. Moi, je le respecte. Je suis pas d'accord, mais je le respecte. Le projet de la CAQ, il est pas clair. Il change à chaque semaine, il change dépendant des sondages. Et les gens qui aspirent à diriger ce parti-là, ben, je pense qu'ils doivent aux Québécois juste une vérité par rapport à la question suprême au Québec. C'est tout. Le PQ aussi, quand même, il se fait reprocher un peu de valser, d'hésiter, de remettre un peu la date du référendum plus une fin de mandat, de tasser peut-être une élection américaine. Donc, c'est pas coulé dans le béton non plus ni de ce côté-là. Je sais pas si c'est coulé dans le béton, mais c'est quand même assez solide. Là. C'est l'article 1 du parti. Je verrais pas un chef. Mais d'ailleurs, ceux qui ont essayé de se tasser du référendum se sont fait tasser pas mal au Parti québécois. Alors, M. Plamondon a le mérite d'être clair là-dessus. Puis moi, je l'ai toujours dit. Maintenant, les Québécois aussi sont clairs. Dans le dernier sondage, on est 60% à dire non à un référendum. Puis ça, c'est toute langue, âge, provenance confondue. Le sondage Palace Data QC 125. T'sais. Donc, t'as l'air convaincu, le Québec en veut pas de référendum. Ben, pas tous les Québécois. Puis je minimise pas le 33% de Québécois, c'est quand même un tiers qui souhaitent la séparation. On me demande souvent, est-ce que ce dossier-là, un jour, va terminer? Ma réponse, c'est non. Puis c'est correct. Moi, je suis pas là pour détruire le rêve de certains Québécois. Je suis là pour faire la promotion de ma vision politique. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui m'aiment pas parce que je représente l'inverse de ce qu'ils souhaitent. Mais que ces gens-là comprennent que moi, je suis pas là pour être un party pooper, là, si on veut. Je suis là pour faire en sorte qu'il y ait ceux qui croient dans un Québec, dans le Canada, aient une voix forte, renouvelée, puis respectueuse. On est juste entre nous deux. Ça t'aide un peu, cette histoire de référendum-là, parce que c'est une bonne occasion de faire campagne là-dessus. Ça fait un os à ronger pendant quand même. Je comprends, mais en même temps, les forces fédéralistes, en ce moment, sont dispersées. Moi, il y a bien des gens que je trouve qui sont stationnés en double dans d'autres partis, au Parti conservateur du Québec, à la CAQ. Moi, ce que je leur demande, au moins dans les prochaines semaines, c'est de prêter oreille à ce qu'on a à dire, à l'équipe qu'on va former. Puis moi, je pense qu'il va falloir qu'on se regroupe éventuellement parce que les gens qui sont en faveur de la souveraineté sont capables de le faire. T'sais, on regarde l'effritement de Québec solidaire. Il semble avoir une certaine consolidation autour du projet de M. Plamondon. Je pense que de l'autre côté, il va falloir faire la même chose. La grande séduction doit être commencée. Est-ce que le recrutement se passe bien? Est-ce que vous sentez que vous avez des gens solides là, qui sont sur les rangs? Mais là j'ai l'air d'un politicien, puis j'en suis un, mais oui, vraiment, je suis vraiment content des appels qu'on reçoit. Marc Tanguay faisait rire de lui en disant que le téléphone sonne, mais il sonne le téléphone. Puis même dans certaines régions, j'anticipe de la chicane un peu, là, parce qu'il y a plus de bons candidats que de comtés. Alors, là, on a annoncé le premier candidat officiel qui est moi-même. Désolé de l'égocentrisme, mais il y a quelques jours dans Orford. Donc, moi, je me présente, j'habite dans Orford. Et donc, dans les prochaines semaines, ça va débouler, là, parce qu'on en a 124 autres à annoncer. Il y en a peut-être aussi qui vont aller voir un autre parti ou tout ça, ou des anciens caquistes. Ça, je suis pas trop chaud à ça, là, les transfuges. Tu sais, des gens qui ont déjà été dans un autre parti ou qui ont, je sais pas moi, qui auraient voté oui à 30 ans, honnêtement, je m'en fous, là, ça c'est correct. Mais des gens qui arrivent directement d'un autre parti, écoutez, si ça arrive, ça sera de grandes exceptions parce que
ça m'excite pas beaucoup. Je connais 2-3 indépendants présentement, là, tu sais, peut-être que ça pourrait les Oui, les effectivement, mais pour l'instant... Un ancien QS, là, qui Ah, mon Dieu, mais il veut prendre Non, une il pause, veut j'ai prendre bien une compris. pause. Ouais. Ouais, Je suis ouais, pas sûr ouais. qu'il viendrait chez nous. On va voir. Il peut m'appeler s'il nous entend. Effectivement, grosse année électorale en vue. Premier débat des chefs, saut en politique active. D'abord commencé par Harford, présentement entre les mains de la CAQ. D'ailleurs, le député actuel, Gilles Bélanger, a dit qu'il se représenterait si Christine Fréchette devient chef du parti. Ça regarde bien, mettons. Comment tu vois ça, ce bataille-là? C'est quand même un bastion qui a été libéral pendant 40 ans, avant que la CAQ débarque là en 2018. T'habites là-bas, donc il n'y a personne qui est parachuté. Ça sent quoi dans le comté? Ben, j'habite là depuis 2 ans, donc je suis pas un enfant de l'Estrie, là, je fais pas semblant de ça, mais c'est une région que j'adore depuis longtemps, alors on l'a choisi pour l'habiter. Depuis 73, c'est libéral, sauf depuis les 2 mandats de M. Bélanger. Alors oui, moi j'aimerais bien que ça revienne dans le giron libéral. J'ai une très bonne relation avec Gilles Bélanger, d'ailleurs. Tu sais, des fois, c'est le fun de connaître les coulisses. On s'entend très bien. C'est un bon député? Ben, oui, je vais faire mieux, c'est sûr. Que dire de plus? C'est le fun, ça, quelqu'un qui, tu sais, parce que... Mais en fait, la bataille qui, si Gilles se présente, bataille qui se présume dans Harford, j'espère que ça va être à l'image de la bataille du Québec, c'est-à-dire des gens qui sont des adversaires, mais qui sont pas obligés de saillir à journée longue non plus. Alors, moi, je vais faire un débat contre lui. Évidemment, les deux, on va souhaiter gagner. Sûrement que le Parti québécois aura un bon candidat aussi. Mais on va mettre toute la gomme pour remporter parce que c'est un comté qui est très important pour nous. C'est même une volonté que tu as exprimée dans je sais plus quelle entrevue de vouloir faire une campagne propre, t'es loin des coups bas puis des attaques. Moi, je suis à la politique depuis assez longtemps pour savoir que les meilleures campagnes électorales, ça a été des campagnes d'idées, ça a été des campagnes de mobilisation. Puis c'est, qu'importe le parti qui a gagné, l'équipe qui le voulait le plus puis qui a réussi à inspirer confiance, c'est eux qui ont gagné. Alors, moi, c'est ce que je veux, mais ça prend 2 pour danser. Donc, il faut que mes adversaires veulent jouer cette partie-là aussi. As-tu peur de te faire aspirer parce que là, on voit que les batailles électorales se transportent souvent dans le monde numérique, virtuel. Il y a beaucoup d'attaques. On l'a vu sur la scène fédérale. Aux États-Unis, on n'en parle même pas, mais il y a souvent les réseaux sociaux qui se mettent de la partie. Est-ce qu'il y a moyen de contourner ça en 2026? Je sais pas s'il y a moyen. Je l'ai pas trouvé encore s'il y en a un. Puis je vais pas me victimiser ici. Là, quand on veut faire de la politique dans les années 2000, il faut reconnaître que cette réalité-là existe. Je me tiens assez loin de ça, pour être bien honnête. Il y a des médias sociaux que je trouve qui sont plus porteurs de messages pertinents que d'autres. Mais ça, faut accepter ça, là. Quand même, je viendrais te dire que je trouve ça épouvantable. On peut pas remettre la porte à dans exactement. Dans maintenant, il y a des limites à ne pas dépasser, évidemment. Puis, il y a des autorités qui sont là pour se faire. Là. Je sais pas si c'est un secret, puis c'est la vie personnelle, mais t'habites à North Hartley, qui est quand même un très, très belle, très, très, très beau coin. As-tu croisé les Clinton? Ça, c'est une rumeur au village. Ça a l'air qu'ils y allaient là. Oui, tout le monde dit ça a l'air, mais personne ne les a vus. Il n'y avait pas des photos, mon ami, d'eux autres en bateau? Mais je pense qu'ils ont souvent séjourné dans le coin, entre autres parce que Mme Clinton est très amie avec Louise Penny, qui est une des grandes autrices québécoises en langue anglaise. Et apparemment, ils tournent autour. Mais vous savez, à North Hartley ou dans tous les villages de l'Estrie, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui viennent le week-end, puis il y a des gens qui sont là toute la semaine. Moi, j'habite là à temps plein. Ouais. Alors, je pense que les gens du village m'ont accepté comme pas dire un vrai, là, mais disons un habitant à temps plein. OK, quand même. Tu as eu ton badge J'ai eu mon badge d'accueil. De toute façon, Bill Clinton, il faisait des voyages ailleurs aussi pas mal. Là, prochaine question. Ouais. Avez-vous plus de chances de devenir premier ministre aux prochaines élections ou de voir le monstre de Humphrey Magog? Ah, mon Dieu, de devenir premier ministre, bien sûr, bien sûr. Ça aussi, c'est un autre mythe. On l'a jamais vraiment vu, mais apparemment, il existe. Il y a quelqu'un qui a plongé, en tout cas, il y a toute une histoire. Il y a tout le temps quelqu'un qui a vu quelqu'un, mais... Qui a plongé des centaines de fois pour le trouver, qui a même un musée à son nom. Il y a toute une légende autour de ça que je veux pas comme... Il y a 3 magnifiques lacs dans Harford. Massawippi, Magog, Humphrey Magog. Votre parti a un gros défi d'intégrité. Comment tu vas y prendre pour convaincre les électeurs de ton intégrité, celle du parti, parce qu'il y a quand même 2 enquêtes, l'UPAC, Élections Québec, qui planent au-dessus de vous autres, qui se penchent sur des allégations de prête-nom. Fait que c'est quand même un gros chantier pour le Parti libéral. C'est pas la meilleure façon d'arriver dans une fête, là. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. En même temps, je l'ai fait dans toute connaissance de cause. Fait que moi, j'ai été rencontré par personne dans tout ça. Comme je te dis, l'automne passé, moi, j'enseignais à l'Université Bishop, alors j'ai appris... le déroulement de tout ça
comme toi, probablement dans le journal puis sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, je vais être un acteur de la suite. Donc, je vais prendre connaissance des informations. On a eu un rapport du juge Fournier, rapport interne, qui n'avait pas, évidemment, tous les outils potentiellement nécessaires. Donc, la suite, je la connais pas. Moi, j'aimerais bien que ça se règle rapidement, c'est sûr, mais je contrôle pas les enquêtes. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'arrive. Mais moi, quand un nouveau leader arrive dans une organisation, il impose ses valeurs, ses directives, puis comment il évalue si les directives sont suivies ou pas. Alors, moi... on m'a donné les clés du parti, fait que ça va se passer à ma façon, puis je vais me tenir sur le bord de la porte, puis je vais regarder qui rentre, qui sort. Là. J'ai entendu chez Arcan. C'est une image... C'est une image intéressante. Donc, s'il y a un ménage à faire, on va être sur le bord de la porte, puis on va voir qui rentre, puis qui rentre pas, finalement. Là. Exact, mais il faut être sans pitié, parce que la confiance, ça se mérite, là, ça vient pas d'office. Là. Je comprends. Marois Risky? Oui. Est-ce qu'elle va être intégrée? Ben là, j'ai voulu être clair il y a 2 semaines sur cet enjeu-là. J'ai parlé plusieurs fois à Mme Risky. C'est une des parlementaires les plus aimées des dernières décennies au Québec. Là. Alors, c'est un dossier qui n'est pas évident. Son mari est dans mon caucus. Donc, j'ai pris la décision parce que j'essaie d'appliquer une méthode un peu rigoureuse et méthodique. Puis je trouve qu'avec toutes les enquêtes en cours qui sont pas contre elle, qui sont sur la situation, je voudrais avoir plus d'informations avant de prendre cette décision-là. Mais ça, c'est un dossier, Hugo, où c'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Non. C'est un no-win situation. Donc, j'ai voulu le faire avec respect, avec classe. Je me suis pointé devant les journalistes. J'aurais pu envoyer un communiqué de presse un vendredi après-midi, comme on fait souvent. J'ai pris les questions. Il y a bien des gens qui sont pas d'accord, mais je pense que tout le monde reconnaît que je l'ai fait avec méthode. Puis Mme Risky a même eu la gentillesse de me souhaiter bon succès. Je m'occupe de son mari. J'ai donné le dossier de l'énergie, qui est un des dossiers plus importants au Québec. Alors, la suite, je la connais pas. Moi, je dis jamais à rien. Elle a décidé qu'elle se représentait pas, donc c'est sûr qu'il reste pas beaucoup de mois, mais moi, je suis pas fermé à rien. Mais je sais que c'est pas évident. Est-ce que la pire idée d'un parti qu'on associe dans le passé à des malversations d'argent et de nommer à sa tête un gars qui s'appelle Milliard? Bon, ça... Est-ce que ça n'aurait pas été plus payant, mettons, Charles Généreux, Charles Latendresse, Charles Bonenfant, La Bonté? Là, on n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle là-dessus, mais c'est sûr que ça fait sourire, mais on rit de mon nom. Ben, on rit avec moi de mon nom depuis 46 ans. Donc, Milliard comme le chiffre. C'est d'origine basque, en fait, du sud de la France, nord de l'Espagne, mais... Moi, je viens de Lévis, puis la famille vient du bas du fleuve depuis 400 ans, mais c'est un nom qui est quand même assez connu dans le nord de l'Espagne. Et on a tous un petit teint un petit peu, d'ailleurs, un petit peu plus effectivement bronzé, je dirais. Es-tu bodé avec Charles Lafortune? Non, pas vraiment. Okay. Je l'ai croisé à quelques reprises, mais non, ça s'arrête là. Depuis le 2018, ton parti est essentiellement anglophone et allophone. Là. Il y a 18 députés dans des châteaux forts quand même, souvent autour de Montréal. Le défi est de traverser le pont et de renouer avec le vote francophone. Ça, c'est ce que vous dites souvent. Comment qu'on va y arriver? C'est factuel qu'on a un député à l'extérieur de la couronne de la communauté de Montréal. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont peut-être 25-30 ans, qui n'ont pas connu un parti libéral où il y avait des députés libéraux partout. Ça a été le cas, oui, avec Jean Charest, mais ça a été le cas encore plus avec Robert Bourassa, où on avait des comtés dans l'Anaudière, sur la Côte-Nord, qui étaient libéraux. Donc, c'est sûr que moi, j'aspire à retrouver ça. Puis ça se fait en ayant justement des gens qui sont à la fois des régionalistes, des nationalistes, des fédéralistes. Je sais que ça, c'est une trilogie qui plaît pas à tout le monde, mais moi, c'est comme ça que je m'identifie. J'ai fait 25 ans que je me promène partout au Québec, dans toutes les régions. Alors, j'ai un bon senti des besoins de nos régions. Je veux faire de la politique à Québec. Donc, moi, ma priorité, c'est le Québec. Sinon, je serais allé à Ottawa. Mais en même temps, on pense que quand le Québec est bien géré puis que le Canada traite bien le Québec, ben c'est un bon deal pour le Québec, le Canada. Alors, c'est dans ce contexte-là que je veux rebâtir cette confiance-là. Est-ce que tu te considères un candidat des régions? Parce que, veux pas, ta famille est du Kamouraska. Je pense que ta mère était prof, ton père charpentier, menuisier. Tu vis à North Hartley, t'as grandi à Lévis, donc... Oui, j'ai habité à Montréal quand même un certain temps aussi. Ben,
Moi, je trouve que j'ai goûté à plusieurs Québec là, dans ma vie. Tu sais, le Bas-Saint-Laurent puis North-Atlee, c'est bien différent. J'ai habité à Montréal, j'ai côtoyé beaucoup la communauté anglophone, j'ai enseigné en anglais à l'Université Bishop, mais mes parents parlent pas un mot d'anglais. À Lévis, je pense qu'il y avait 3 immigrants quand j'étais jeune. Donc, tu sais, j'ai connu plusieurs réalités. Je pense que ça me sert. Puis dire je suis le candidat des régions, le candidat... Je trouve que la vie, c'est pas noir ou blanc. Là. Moi, je suis quelqu'un qui veut essayer de rassembler toutes les régions du Québec. Et puis pour ça, il faut avoir fréquenté le Québec. Moi, je juge plus les gens, pas au code postal où ils habitent, mais au nombre de kilomètres qu'ils ont fait au Québec pour aller à la rencontre des réalités des gens. Tu te tiens loin des étiquettes? Ben, j'essaye, parce que c'est toujours plus facile des étiquettes, puis ça serait facile de me taguer. Ça, c'est le gars de ci, ça. Ouais. Mais la vie, c'est plus compliqué que ça. Alors, peut-être que ça va me nuire de ne pas avoir d'étiquette claire. Mais moi, c'est plus dans la rencontre avec les gens que je veux les convaincre que juste par des étiquettes. Tu te dis inquiet du déracinement des personnes âgées en région. Ouais. Dans quel sens? J'ai de la misère à comprendre. Ben, c'est gentil, c'est une bonne idée de me parler de ça. Parce que c'est important. Moi, je suis pharmacien de profession, donc les personnes âgées, on les côtoie en pharmacie, c'est nos plus grands clients. Puis je le vois bien que moi, je connais personne qui a hâte d'aller vivre en résidence, qui compte les jours. Mon Dieu, il me reste juste 2 ans avant d'aller en résidence. Donc, les gens veulent rester chez eux, la plupart du temps avec leur famille. Pas toujours possible. Mais moi, je pense que quand on repense la réorganisation des soins au Québec, il faut qu'il y ait plus d'investissement dans le soin à domicile. Ça limite les fréquentations à l'urgence. Ça évite justement de quitter le domicile familial. Ensuite de ça, s'il y a des familles qui veulent avoir des maisons bigénérationnelles, je pense qu'il faudrait avoir plus de visibilité pour aider ces familles-là. Donc, le but, c'est toujours de retarder le plus possible l'isolement. Parce que, bien sûr, là, les propriétaires de résidence ne m'aimeront peut-être pas, mais il y a toujours un certain isolement qui vient avec un déménagement en résidence. Encore plus quand le déracinement il est régional. Fait que je vais vous donner un exemple. Mettons, dans Bellechasse, tu as des gens qui habitent à Saint-Damien, Saint-Magloire, Saint-Philémon, proche des lignes américaines. Puis là, ben souvent, il n'y en a pas de résidence dans ce coin-là. Donc, quand les gens doivent quitter, ils se ramassent souvent à Montmagny, à Lévis. Ça prend 1 heure, 1 heure et quart de voiture. Avec la famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à toutes les fins de semaine, les 6 premiers mois, puis ça finit finalement qu'ils y vont 1 fois par année. Alors, ça contribue à la baisse de la santé mentale des aînés, à la hausse de consommation de médicaments, puis souvent à des décès prématurés. Alors, quand je parle du déracinement, c'est le plus dans la maison possible longtemps, sinon le plus dans la région possible longtemps, puis ultimement, ben, une autre solution. En revanche, courtiser les jeunes aussi, c'est un moyen défi. On dirait que le parti est souvent associé aux vieux ou même aux jeunes vieux. Comment on va chercher les jeunes au Parti libéral? Bon, on va les chercher sur le fond et la forme. Premièrement, sur la forme, c'est important. C'est pas mal de dire que la politique, c'est aussi du marketing. On vend des idées, dans le fond. Alors, il faut avoir les bons canaux. Puis je pense qu'au Parti libéral, on a un travail à faire de se renouveler dans la façon dont on parle aux jeunes. Et il y a des partis, j'en nommerai pas, qui réussissent bien ça. Puis pas juste au Québec, je regarde. Moi, je suis beaucoup la politique française. Il y a des politiciens français qui ont compris comment utiliser les médias sociaux. Puis je trouve ça assez astucieux, impressionnant. Je vais vous donner juste Gabriel Attal. J'invite les gens à aller voir son compte Instagram, TikTok. C'est très astucieux, c'est très bon. Donc, il faut tendre vers ça. Puis sur le fond, il faut parler des réalités des jeunes. Et une des pires réalités, c'est la précarité financière. Moi, je trouve qu'il y a plein de jeunes qui partent dans la vie avec une charge mentale élevée puis des dettes élevées. Alors, comment le gouvernement, sans gérer leur vie, peut diminuer ça? Une des choses que je propose, moi, c'est la rémunération des stages au public. Ça fait des années que les fédérations étudiantes demandent ça. Donc, les jeunes qui étudient, qui font des stages pour être avocats sont payés. Ceux qui sont là pour être infirmières et enseignants, soit dit en passant, les 2 missions les plus importantes dans la vie, eux, ils ne sont pas payés. Alors, moi, je pense qu'il faut le faire. Et ça va faire en sorte que les jeunes vont avoir moins de dettes au sortir de l'école. Et donc, ça a un impact sur la santé mentale. Encore une fois, j'ai parlé de la consommation de médicaments des aînés. La consommation d'anxiolytiques chez les jeunes, c'est un des fléaux de notre société en ce moment. Puis ça vient justement de stress financier souvent. Effectivement, puis je pense qu'il y a un taux de décrochage dans l'enseignement dans le 5 ans d'une grosse partie de nouveaux profs, puis les stages ne sont pas payés à l'heure actuelle alors qu'ils prennent en charge une classe. Fait que c'est quand même... La statistique exacte, je pense que c'est 18 ou 20% des enseignants qui, après 5 ans, démissionnent. Ça, ces gens-là ont fait un bac en enseignement. Ils ont voulu comme transmettre des connaissances, qui est à peu près un des plus beaux métiers qu'on peut faire, puis après 5 ans, ils changent d'idée. Une des raisons pour ça, c'est que
souvent, ils passent 50% de leur temps à enseigner, puis l'autre moitié à faire de la gestion, de la supervision de besoins spécialisés. Ils n'ont pas assez d'aide à la classe. Ouais. Alors, c'est pour ça aussi que je demande qu'on ait des nouveaux états généraux sur l'éducation. Moi, je crois à ça, des grandes consultations publiques. La CAQ n'y croit pas. La preuve, il y en a eu depuis 8 ans, il n'y en a pas eu. Le Parti québécois, à l'époque, avait organisé un sommet sur l'économie. Nous, on l'avait fait aussi. Il y en a eu un sur la jeunesse. Mais les derniers états généraux de l'éducation, c'est l'ancien député de Lévis, Jean Garon, qui avait fait ça en 95. Donc, on est dû. Je pense que tu réclames même une nouvelle commission par an. Là. Ben, c'est ça. Il y a deux formes, en fait. Soit qu'on fait des états généraux ou une commission par an. La commission est plus contraignante. Ouais. Donc, ça, on va préciser ça, mais c'est sûr que ça nous prend une grande consultation où il va falloir, comme politicien aussi, puis là, je le dis là, vous rejouerez le tape, il va falloir accepter de se mettre en danger. Parce que c'est sûr que si on ouvre la canne, il y a plein de choses qui vont sortir. Il va sortir des questions, des conditions de travail, probablement de la laïcité à l'école, un paquet de choses. Mais il faut être prêt à avoir cette grande discussion-là parce que la santé et l'éducation, c'est pour ça que les gouvernements provinciaux existent. Justement, ça, c'est les thèmes assez classiques de quelqu'un qui se lance en politique. Sans trop aller creux dans la campagne électorale, c'est quoi les priorités de Charles Milliard? Ben, j'en ai énoncé 5 lors de mon lancement à Trois-Rivières il y a 3 semaines. La première, c'est de redevenir le parti de l'économie, de dérouler le tapis rouge aux PME. Moi, je pense qu'il faut réduire le fardeau fiscal des PME pour qu'il y ait plus d'entreprises qui génèrent plus de revenus pour l'État, pour payer pour la santé et l'éducation. Donc, la deuxième priorité, c'est les services publics. Donc, j'ai parlé je vais avoir une plateforme de télémédecine publique au Québec. Ça fonctionne dans le privé, on a besoin de ça. Moi, je pense qu'on peut réduire jusqu'à 10% des consultations à l'urgence en ayant de la télémédecine. Jetez-vous au Santé Québec d'un vidange? Je dirais pas ça aussi bêtement. Je vais m'asseoir avec eux rapidement, mais je pense que ça ne génère pas les résultats jusqu'à présent. Mais on a investi des centaines de millions là-dedans. Alors, juste de dire, m'a scrappé ça parce que c'est une idée de la CAQ, ça m'embête comme contribuable. Mais je vois pas un grand avenir là, à ce stade-ci. Je vais être très honnête. Je vais les rencontrer prochainement. On verra bien. L'éducation. Ensuite, les régions. Moi, je veux décentraliser les décisions. Je sais que plein de premiers ministres, de politiciens ont déjà dit ça. Et pourtant, il faut le faire encore. J'ai rencontré l'UMQ récemment. Les besoins en itinérance, en gestion de l'aménagement urbain, le logement, ça repose dans les régions. Fait qu'il faut changer le rapport de force. Puis une autre priorité, c'est la culture. Alors, vous allez avoir un chef libéral qui va parler de la promotion de la culture, qui va parler de soutenir nos artistes. Moi, j'ai été impliqué dans plein d'organismes culturels toute ma vie. J'ai une grande admiration pour nos artistes, puis je pense que c'est eux les vecteurs de protection de la langue, beaucoup plus que les politiciens, puis beaucoup plus que des lois restrictives, plus ou moins utiles. Tes amis là autour de toi, quand ils pensent à toi, ils se disent, t'es un fan de quoi? Mettons, ils veulent t'acheter un billet pour aller voir un show. C'est quoi ton... Je suis un grand fan de théâtre, ça c'est certain. J'ai été président du Festival Transamérique pendant plusieurs années. J'ai été sur le conseil de l'OSM aussi, du Festival de la Naudière. Mais j'aime la lutte aussi, comme tu as dit tantôt. Apparemment. Alors, parce que la lutte, c'est du théâtre, en passant. Parce que je vous annonce que c'est arrangé, la lutte. Oui, c'est pas vrai? Je vous l'annonce en primaire. Comme la politique, finalement. Non, la lutte, c'est plus arrangé, je peux te le dire. Je cite Gilles Proulx dans une récente chronique du Journal de Montréal. Allez. Tu l'avais pas vu venir, hein, celle-là? Tu parles de culture, avec une base électorale souvent hostile aux lois linguistiques. Comment vous allez pouvoir arrêter l'anglicisation du Grand Montréal? Tu sais, c'est comme si toi, tu veux la culture. Je t'entends souvent parler de français, mais on dirait que la base militante n'est pas si down avec ça. Il y a beaucoup de... pas down avec ça. Il y a beaucoup de préjugés là-dessus, là, honnêtement, là, parce que moi, je suis au caucus depuis quelques semaines, puis c'est pas ce que j'observe. Même les anglophones du parti sont tout à fait pour la promotion, pour la protection du français. La question, c'est de dire, est-ce que les mesures qu'on met en place, ça aide vraiment le français ou c'est du mascara qu'on met sur le plan politique? Je vais vous donner un exemple, la loi 96, puis je l'ai dit, je pense que c'était avec M. Arcan, c'est quand même astucieux d'avoir réussi à faire croire au monde que si on met en doute certains éléments de 96, on est contre le français. Voyons donc, je suis pas contre le français, ma mère était prof de français, je suis tellement fier d'être francophone, donc, mais en même temps, le fardeau administratif qu'on impose aux entreprises en ce moment, il n'améliore pas la qualité du français au Québec. Il n'y a pas de données qui sont sorties là-dessus pour l'instant. Alors, on a le droit de questionner ça. Puis, c'est souvent des entreprises à l'extérieur de Montréal qui me parlent de ça, à Bécomo, à Val-d'Or. Puis l'autre chose, c'est le temps qu'on demande, la période de temps qu'on demande aux immigrants pour apprendre le français. On leur demande 6 mois.
Après ça, on leur enverra que des communications en français. Je m'excuse, mais si apprendre le français en 6 mois, c'était facile, il y aurait plus de monde qui le parlerait. Moi, je trouve que c'est pas réaliste. C'est beau de mettre ça dans une loi, mais je pense qu'un an, ça serait plus réaliste. C'est une approche logique. Oui, puis je disais déjà ça à la FCCQ. Alors, on va peut-être ressortir des tapes où je disais ça, mais je pense encore la même chose. L'économie, c'est sûr que c'est souvent très important au sein du Parti libéral du Québec. C'est quoi ta position sur, mettons, les secteurs miniers, la filière batterie et les matériaux critiques, tout ça, toutes des choses qui font grincer un peu les dents, la communauté, les jeunes et tout ça, souvent parce que des grands chantiers, et on a vu avec la CAQ que ces chantiers-là sont souvent bloqués pour moult raisons, mais est-ce que vous... il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, ça devrait intéresser tous les partis politiques, l'économie, parce que si on ne génère pas de richesse, on ne peut pas payer le super filet social qu'on a au Québec, qui est même souvent pas suffisant dans certains points. Alors, ça prend ça, donc ça nous prend une culture du oui économique. Il faut arrêter de dire non trop facilement à des projets, il faut les étudier. Moi, je pense que c'est le rôle des premiers ministres d'être ouverts à des projets. Donc, exemple, quand je vois M. Carney, puis je reviens à l'économie après, quand je vois M. Carney aller en Chine, on sait très bien que la Chine, c'est pas le royaume des droits humains, mais le rôle du premier ministre, c'est d'aller chercher des opportunités pour les exportateurs de canola, les gens qui font des véhicules électriques. C'est normal de faire ça, selon moi. Le secteur primaire, exemple, le secteur minier, le secteur forestier, c'est ça qui fait vivre la moitié de nos régions au Québec. S'il n'y a pas d'Abitibi, il n'y a pas de Québec, parce qu'il y a 1% de la population, puis c'est à peu près 6 à 7% du PIB qui vient de l'Abitibi. Alors, il faut s'intéresser à ça. Dans ces secteurs-là, il y a beaucoup de technologies vertes maintenant qui permettent de faire de l'exploitation plus respectueuse, mais il faut accepter d'investir là-dedans, autant les entreprises que le gouvernement. Moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement, dans les dernières années, a misé beaucoup sur des subventions à des grosses compagnies étrangères. On a fait des grosses conférences de presse. D'ailleurs, j'étais invité à toutes ces conférences-là. On coupe le ruban, on prend des photos. C'est le plus gros investissement de l'histoire après l'atterrissage sur la Lune. Nordvolt, Lyon, toutes des compagnies que je respecte, mais on s'est quand même fait avoir. Faut le reconnaître. Et moi, je pense qu'il faut diminuer les subventions privées aux entreprises étrangères et augmenter le partenariat entre l'entreprise privée et les universités pour créer de l'innovation, dérisquer l'innovation. Ça, il faut faire ça parce qu'on ne génère pas assez d'innovation au Québec, parce que souvent, on va juste subventionner des compagnies étrangères qui viennent ici utiliser nos ressources. François Legault est venu ici avant Noël parler un peu de son bilan. Ben là, finalement, c'est son bilan de carrière, puis je ne savais pas. C'est sûr que pour bien du monde, on va se rappeler de lui comme le premier ministre de la pandémie. Lui aimerait ça qu'on se rappelle de lui comme le premier ministre de l'économie. Lui est très fier de son bilan économique. Comment son bilan économique? Ça me fait de la peine de dire ça, mais le bilan économique n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bonhomme d'affaires. Puis moi, je salue quand même, M. Legault était en politique presque 27 ans, là, plus ou moins interrompu. C'est pas rien. Moi, je veux reconnaître ça. Mais au niveau économique, écoutez, les grands projets ont planté, puis le déficit est passé de plus 7 à moins 14. Alors là, les chiffres sont quand même têtus un peu, mais je reconnais son enthousiasme pour la nation québécoise, je reconnais son besoin, il est très impliqué dans son style politique, mais je pense qu'il a pris la bonne décision, parce qu'en politique, il faut savoir arriver, il faut savoir partir. Pour la loi 21 sur la laïcité, à Paul Arcan, tu dis être en faveur du détricotage. Ouais. Dans quel sens? C'est-à-dire que autant sur 21 que 96, la CAQ a réussi à faire croire au monde que si t'es pas 100% d'accord, t'es 100% contre. Alors, c'est la même, j'ai expliqué tantôt sur 96, sur le français. Sur la loi 21, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je suis pour la laïcité de l'État. D'ailleurs, c'est pas François Legault ni Jolin Barrette qui ont inventé ça. Ça existait à Révolution tranquille. On a tassé les religions de la gestion des écoles puis des hôpitaux, puis c'est tant mieux. Mais il y a plusieurs façons d'exercer la laïcité. Est-ce que c'est l'État qui est laïque ou c'est les personnes qui donnent des services à l'État? Moi, je pense qu'on a fait une grosse séance de thérapie collective en 2007-2008. Ça s'est appelé la commission Bouchard-Taylor. Puis même s'il y a quelques coucous qui ont dit des choses qui n'avaient pas de sens, globalement, ça a été un super rapport qui n'a pas été pleinement reconnu. Puis c'était un gouvernement libéral à l'époque, donc je le dis quand même. Mais le consensus de M. Bouchard, M. Taylor, moi, ça me convient plus personnellement. Moi, je pense que c'est un bon compromis. La CAQ a décidé de pousser ça plus loin et d'utiliser la clause non-obstant. Alors là, on est
on est avec ça, il faut gérer ça. Là, il y a 2 événements qui s'en viennent. Le premier, c'est la Cour suprême. Je comprends que ça insulte M. Jeanlin Barrette qu'il y ait des sommes qui sont utilisées pour contester une loi, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que toute loi est contestable. C'est ça, une démocratie. À la fin, le peuple a la décision finale. Mais c'est à ça que ça sert, un état de droit. Donc, il faut entendre ce qu'eux vont dire. Puis, sur le renouvellement de la clause, bien, dans l'état actuel des choses, nous, on a dit qu'on ne renouvellerait pas la clause en 2029. Alors là, on peut bien faire de la politique fiction, toi et moi, puis se dire qu'est-ce qui va se passer en 2029. Moi, je pense qu'il va se passer bien des choses d'ici là. Entre autres, le projet de loi 9 sur les garderies et les prières de rue. Nous, on va voter contre ça. Moi, je pense que ça va trop loin. Puis quand j'entends Bernard Drinville dire, ben là, le monde qui a perdu leur job, ils ont couru après. Honnêtement, là, moi, ça me répugne. Présentement, les femmes qui portent le voile dans les garderies, tout ça. La prière de rue, c'est un peu gonflé. Ça, c'est une balloune politique parce que moi, je suis mal à l'aise des prières de rue dans toute religion, mais les municipalités ont les outils pour contrôler ça. On n'a pas besoin de ce mascara-là, encore une fois. Mais, tu sais, les gens qui regardent l'actualité et qui ont 5 minutes à consacrer à ça, ils voient ça, ils disent « OK, eux autres s'occupent de la laïcité. » Mais de quelle façon puis dans quel but? Moi, ça me rend mal à l'aise. C'est électoraliste, donc c'est ça. Oui, puis je sais que ça plaît à beaucoup de gens, mais aussi, quand tu viens en politique, il faut avoir des convictions. Alors moi, je dis, des fois, j'ai des positions qui peut-être ne plaisent pas à la majorité, mais au moins, les gens sauront à quoi, où je m'en tiens. Un gars qui est né à Lévis, est-ce que c'est pour ou contre le troisième lien? C'est pas parce que je suis né à Lévis. Les gens pensent que les maires de Lévis m'ont soufflé ça à l'oreille. Premièrement, c'est un dossier qui est épouvantable. Là. C'est une zone sinistrée. Je l'ai jamais entendu parler. Non, mon Dieu. Ben, sors de ton bureau parce que tout le monde parle de ça au Québec. Non, mais là, c'était ressuscité là, aux dernières nouvelles. Mais je trouve ça dommage parce que la CAQ a complètement bousillé cette affaire-là. Il faut passer câlinette dans ce dossier-là là, parce que c'est sinistré. Mais moi je le vois comme un projet d'avenir. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais en faveur, ce qui est une différence de la position traditionnelle du parti, avant que tu me le dises. Moi, je pense que dans 15 ans, quand on regarde les prévisions démographiques de l'Institut de la statistique, là, pas du Parti libéral du Québec, ça dit qu'il va y avoir jusqu'à 150 à 200 000 personnes de plus dans la région. Alors ça, c'est comme si on prenait un Trois-Rivières puis qu'on mettait ça dans Québec-Lévis. Donc, éventuellement, il va falloir un jour qu'il y ait une boucle de circulation. Puis moi, je pense qu'un lien plus à l'est, indépendamment du lieu exact, ça va permettre aussi à l'est du Québec, justement, de se développer davantage. Si on exploite plus la Côte-Nord, le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, à un moment donné, ça va prendre une voie de contournement, si on veut, de la capitale nationale. Fait que si on a de l'ambition pour cette région-là, moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Puis c'est là pour dans 10-12 ans. Le pont, je termine là-dessus, le pont Champlain à Montréal, quand est-ce qu'on a décidé d'en construire un nouveau? Le lendemain que ça a failli tomber à terre. On se rappellera. Ouais. Ça, c'est pas faire de la politique à long terme. Ça, c'est faire de la politique à court terme. Alors, puis ça aussi, c'est un dossier où on n'aura jamais 100%. Les gens de Québec sont bien insultés que les gens de Montréal se mêlent de ça. Il y en a d'autres qui disent, mais écoute, il y a des études, vous écoutez pas les études. Moi, je suis en train de vous dire que c'est un projet, quand je regarde les projections du futur, je trouve ça intéressant. Donc, c'est pas une science exacte. Si c'était seulement pour sauver 2 minutes, comme le dit la Caisse de dépôt, je comprendrais, mais moi, c'est parce que je le vois dans une perspective des besoins dans 10 ans. Alors, c'est ça ma position. La population, donc la démographie va augmenter dans ce coin-là dans une dizaine d'années. C'est évident. Mais déjà, Lévis a un moratoire en ce moment parce que les aqueducs ne fournissent pas, parce qu'il y a une très, très grande croissance, puis c'est pas terminé. Les gens qui sont jamais allés à Lévis, là, ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans. En même temps, c'est tous des fonctionnaires. Fait qu'on a juste à bloquer les intentions d'Ottawa, des ramener au bureau, puis tu viens de régler ton problème de troisième. Ça, c'est à Québec, ça aussi, cette affaire-là? Oui. Non, mais il n'y a pas que des fonctionnaires. Puis d'ailleurs, ça, c'est très drôle parce que quand on demande aux gens de Québec, trouvez-vous qu'il y a trop de fonctionnaires au Québec, c'est eux qui répondent le plus oui. Alors, je ne sais pas si c'est du de s'auto-flageller, mais les gens de Québec, je pense, sont assez... Oui, critiques envers eux-mêmes. Critiques envers eux-mêmes, voilà. Charles, tu as affirmé vouloir mettre tes idées de l'avant et non ta vie sentimentale, soit. Mais comme homme gay, dans le contexte actuel, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité d'être un modèle inspirant pour les jeunes? C'est une bonne question, puis j'aurais peut-être dû mesurer que ça prendrait une ampleur, mais moi, c'était très clair. Premièrement, ça a toujours été quelque chose de connu, là. Ça n'a jamais été, je me suis jamais caché de ça, mais j'ai jamais fait de conférence de presse pour parler de ça. Mais c'est important pour moi... on veut diriger le Québec, on veut faire de la chose publique. On ne peut pas
En 2026, on ne peut pas jouer sur 2 tableaux là-dessus, selon moi. Alors, moi, j'ai pris ce pari-là. Maintenant, là, je vois que ça allume des lumières ou des espoirs chez certains groupes. Tant mieux. Moi, s'il y a des jeunes qui m'entendent puis qui se rendent compte que des carrières comme la mienne sont possibles, ben, tant mieux. S'il y a des gens à qui ça déplaît, ben, tant pis. Dans les prochains débats, l'automne prochain, il risque d'avoir quand même une femme, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est un hétérosexuel, je crois, et Éric Duhem, un autre homme gay, donc ce qui serait une première. Mais lui, par contre, ce qui me faut, c'est qu'il a dit qu'il était le dernier gay dans son livre. Oui, j'ai vu ça. Donc, vu que tu es plus jeune, c'était l'avant-dernier. Ça vient mélanger. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bon, ça, pour le Québec, d'avoir une diversité comme ça. Puis si on réussit à avoir un débat d'idées, moi, ce que je veux, c'est que les Québécois arrivent dans l'urne et font comme « Wow, on a eu des choix intéressants. » Maintenant, je vais choisir le Parti libéral du Québec. Après ton élection, le chroniqueur du Nouvelliste, Martin Francoeur, a vu passer un commentaire. Il a fait une chronique là-dessus sur les réseaux sociaux qui disait « Bon, les gays sont en train de nous envahir. » En reçois-tu des commentaires de même? Pas vraiment. Honnêtement, je prête pas trop attention à ça. Puis, je comprends la chronique de M. Francoeur. Ouais. Puis là, à partir du moment où moi, je dis des choses, ça tombe dans l'espace public, les gens en font ce qu'ils veulent. Mais bien honnêtement, ça ferait bien mon affaire qu'on passe à d'autres choses. C'est bien correct. Bon, on achève. Fait qu'en rafale, là, en entrevue, tu as dit vouloir que le Québec souffre du syndrome Céline Dion. Je voulais qu'on revienne là-dessus. Ça consiste en quoi, notre syndrome Céline Dion? C'est-à-dire que je trouve que souvent au Québec, on a besoin de se faire dire par quelqu'un d'autre que c'est bon avant de trouver ça bon nous-mêmes. On a des entreprises ici, puis Céline, c'est le sujet, le produit le plus connu. Céline, tout le monde l'aimait, mais là, quand elle était là, Johnny Carson, quand elle a chanté La Belle et la Bête, là on s'est mis à réaliser qu'elle était exceptionnelle. Et on vit ça avec plusieurs entreprises au Québec, c'est-à-dire qu'ils développent des grandes choses, puis finalement, ils vont réussir ailleurs, puis après ça, on se rend compte. Puis je regarde Charlotte Cardin qui a gagné une victoire récemment, je regarde Théodore Pellerin qui a gagné un César. Tu sais, notre culture, pour le nombre qu'on est, on joue au-dessus de notre ligue en termes de talent, au niveau artistique, mais au niveau entrepreneurial aussi. Alors, je pense qu'il faut être plus chauvin sur aider nos talents locaux avant qu'ils aient réussir ailleurs. Ça veut dire... C'est moins sexy que parler des artistes, mais dans les appels d'offres publiques, il faut essayer, à l'intérieur des règles internationales, de donner des avantages à nos entreprises d'ici, parce que souvent, ils se font pogner dans des contrats de plus bas soumissionnaires, puis on n'aide pas les entreprises d'ici à réussir, ils vont réussir ailleurs, puis c'est des opportunités manquées. Ça vient de où, ça, une passion lutte? Ça vient de quand j'étais jeune, là, j'écoutais ça tous les dimanches avec Édouard Carpentier. Pour ceux qui se rappellent de ça, je jouais à la lutte avec mes voisins. C'était qui les gros noms dans ce temps-là? C'était Hulk Hogan, Macho Man, Ultimate Warrior, Demolition, je peux tout te nommer. Yokozuna, tu sais, Yokozuna, il était assez, il était quelque chose. Il était présent, lui. Ça serait quoi ton nom de lutteur? J'en ai sorti une coupe. Milliard Dollar Man, le pharmacien North Hartley, le Kalinours. Ben, le Kalinours, en tout cas, ça ferait courir les foules parce que les gens trouveraient ça bizarre. On va y aller pour le Kalinours. OK, le Kalinours. The Kalinours. En terminant, c'est quelle qualité est-ce que tu pourrais reconnaître à tes adversaires politiques présentement? Paul Saint-Pierre? Une démarche intellectuelle. Je trouve qu'il y a souvent une grande réflexion derrière ce qu'il dit. Pas souvent d'accord, mais il y a une réflexion derrière ça. Alors, c'est pour ça que j'aspire à cette espèce de duel-là de qualité. En tout cas, on verra bien, mais je lui reconnais ça. Notre ancien collègue, Éric Duhem? Éric a le sens de la formule. Et Éric, c'est vraiment one-line punch guy. Alors, puis il est très gentil dans la vie normale. C'est vrai. Le duo Ruba-Sol? Ben, ce sont des gens de conviction. En fait, Ruba, je l'ai connu aussi par amis interposés. C'est des gens qui... je pense qu'on a besoin des voix comme ça. Je ne devrais peut-être pas dire ça. On a besoin de voix comme ça. La diversité. Maintenant, il faut classer ça ensuite. Puis, mais moi, j'ai absolument rien contre Ruba et Sol. Les deux autres, on va attendre un peu. Attendons un peu. On va s'en garder. Un gros merci d'être passé. Merci beaucoup.